Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous également les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous vous proposons un focus sur les SCPI résidentiels et l'investissement en SCPI résidentiels dans un contexte de rénovation énergétique des biens existants, donc notamment en ce qui concerne les passoires thermiques, de hausse de taux de crédit immobilier, de hausse de prix de l'immobilier, voire même parfois de difficultés à faire sortir certains immeubles de terre pour les promoteurs immobiliers. Autant de questions qui nous amènent à se poser la question de savoir s'il faut ou non investir en SCPI résidentiel en cette année 2022. Une question que nous poserons à Philippe Chambéry, directeur commercial et grand compte pour Primonial Reim. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux patrimoine et nous resterons dans la thématique immobilière. Nous resterons même dans cette thématique de rénovation énergétique, de DPE, voire même d'audit énergétique. Je pense qu'on en parlera puisque on se demandera si le calendrier est tenable alors que l'on a pu voir une inflation sur le coût des matières premières, parfois des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement, mais un calendrier qui pour l'instant, lui, ne bouge pas en matière d'interdiction de mise en location d'un certain nombre de passoires énergétiques donc à venir sur les prochaines années. Des questions que nous poserons à Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI, mais aussi à Jean-Christophe Protet, le président de Sidiane. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine en l'occurrence. Nous allons faire un petit focus sur les SCPI résidentiels et se poser la question de l'investissement dans les SCPI résidentiels dans le contexte actuel. Pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Philippe Chambéry, directeur commercial grand compte et grand compte pour Primonial Reim. Bonjour Philippe Chambéry. Bonjour Nicolas. Alors, SCPI résidentiel, donc c'est un focus qu'on va faire aujourd'hui. L'investissement SCPI est beaucoup plus large que ça. On peut investir dans le bureau, on peut investir dans la logistique pour donner les thématiques un petit peu phare actuellement. Exactement. Là, on se concentre vraiment sur le résidentiel. Résidentiel, c'est qu'on achète des immeubles d'habitation qu'on met ensuite en location et c'est ce qui va donner le rendement. Eh ben, tout à fait, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, bien évidemment, dans le marché résidentiel, on distingue deux catégories de SCPI, les SCPI dites fiscales et puis les non fiscales, qui est un marché beaucoup plus restreint. Aujourd'hui, il y a à peu près 5 maisons de gestion qui proposent cette typologie d'offres. Voilà, d'accord. Parce que la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, c'est que la SCPI fiscale, en fait, on va avoir un avantage fiscal, en fait, qui va être du flot, du Pinel ou autre. D'accord. Tout à fait. Ben, le marché résidentiel, en fait, classique et non fiscal est beaucoup plus restreint. Beaucoup plus restreint. On va quand même essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionne aujourd'hui. Alors, avant de se poser la question de ce qui peut influer sur ce marché, sur cette année 2022, on va peut-être se poser la question sur 2021. On sait que 2021 a globalement été une bonne année pour la pierre-papier en général, pour les SCPI également. Donc, alors, en matière de SCPI résidentiel, que ce soit fiscal ou non fiscal d'ailleurs, je ne sais pas si la tendance est différente. On va y revenir. Alors, sur la partie, la tendance a été à peu près similaire. On a enregistré une collecte fortement en hausse sur l'exercice 2021, bien sûr par rapport à 2020. Elle a pratiquement triplé en ce qui nous concerne sur les deux fonds qu'on propose à la commercialisation. D'accord. Puis sur le marché global, on est passé d'à peu près 197 millions d'euros de collecte en 2021, et là je parle en fait du marché global, à peu près 317 milliards en 2021. Donc il y a un véritable attrait, aujourd'hui un engouement sur les SCPI résidentiels, dans la droite lignée d'ailleurs de ce qu'on observe sur les investissements résidentiels européens, en particulier et français aussi. Donc c'est vraiment une tendance de fond qui est marquée. On constate en fait une tendance effectivement de fond sur le marché des SCPI au global qui se confirme également sur le point de vue résidentiel, puisqu'en fait on connaît très bien les SCPI de bureau par exemple, je pense que c'est le plus connu. La SCPI résidentielle est plus confidentielle pour le coup, mais elle est portée par la même tendance. Elle est portée par une tendance exactement assez importante. On était à peu près sur l'ensemble du marché en fait, des SCPI à une collecte de 4% de l'ensemble en 2021. Là, depuis le début de l'année, on est à peu près à 3%. Ça représente à peu près 80 millions d'euros qui ont été collectés sur les SCPI résidentiels. Donc c'est relativement modeste à l'échelle, effectivement, du marché global des SCPI qui a collecté 2,6 milliards là sur le premier trimestre 2022. Et alors, pour revenir sur la différence entre SCPI fiscale et non fiscale, une SCPI non résidentiel, non fiscal, c'est un fonctionnement en fait de propriétaire bailleur classique, mais à grande échelle. Mais à grande échelle, exactement. L'idée, c'est bien évidemment de constituer un patrimoine diversifié
d'investir à différents moments du cycle. C'est aussi toutes les vertus de la SCPI et de bâtir ainsi un portefeuille qui va offrir un bon couple rendement-risque assez résilient et défensif. C'est bien ce que viennent chercher en fait les investisseurs au travers de fonds résidentiels. Et on investit essentiellement dans l'immobilier neuf ou on peut également investir dans l'immobilier ancien, rénové, voire remis sur pied. Oui, ça dépend des stratégies effectivement des maisons. En ce qui nous concerne, on a deux fonds, comme je vous le disais. En fait, un fonds qui s'appelle Patrimo Croissance, qui investit majoritairement dans des actifs neufs, proposés en fait à la location sur le logement social et intermédiaire. Donc là, on est sur des immeubles qui sortent de terre pour le coup. Qui sortent de terre, exactement. Ouais. Et puis un autre fonds en fait qui lui adresse des formats plus larges, ce qu'on appelle nous l'immobilier du quotidien. Cette SCPI s'appelle Primo Family. Et donc là, on va investir à la fois dans du résidentiel libre classique, destiné majoritairement aux familles monoparentales, aux familles nucléaires. Et puis à côté de cela, de l'immobilier géré. Là, on va plutôt être sur de la résidence service, étudiants, seniors, mais également en fait sur de nouveaux formats type co-living. Alors du coup, je vous pose la question parce que si on regarde le marché de l'immobilier résidentiel hors SCPI, il y a un certain nombre de questionnements ou de craintes qu'on peut avoir au début de cette année 2022. On voit les taux de crédit immobilier déjà qui remontent pour les particuliers. On voit des prix de l'immobilier qui sont au plus haut dans un certain nombre de villes qui ont beaucoup progressé avec le Covid sur des villes de... J'ai envie de dire des villes de taille intermédiaire, qui se stabilisent à Paris. Et on a ce calendrier, alors on en reparlera plus tard dans l'émission, mais on a ce calendrier de rénovation énergétique d'un certain nombre de biens ou de normes énergétiques pour les nouveaux biens qui sortent de terre. Donc quand on regarde ça d'un point de vue investisseur particulier, on peut se dire l'âge d'or de l'immobilier est en train de se réduire un petit peu puisque ça nous coûte plus cher d'emprunter et l'appartement est voué à coûter plus cher, sans parler évidemment des hausses de taxes foncières ou autres qui peuvent toucher les propriétaires. Quand on regarde ça d'un point de vue investisseur SCPI ou gestionnaire SCPI, est-ce que toutes ces craintes sont justifiées et ont un impact sur l'investissement? Alors on est dans un environnement un peu différent d'un investisseur particulier, effectivement. Nous, on est plutôt catégorisé comme étant investisseur institutionnel. D'accord. Nous, on a effectivement pour objectif de restituer de la valeur. Et donc, j'ai envie de vous dire, la hausse des prix, ça engendre une prise de valeur immédiate ou latente sur nos fonds SCPI qui est assez intéressante puisque... Pour ceux qui ont été acquis avant 2022 pour le coup, ou même avant 2021. Et encore maintenant, puisque en fait cette hausse des prix, vraisemblablement, elle est encore constatée sur le premier trimestre 2022. On est encore en fait dans une phase ascensionnelle en matière de prix. D'accord. Par conséquent, ça se restitue pour une SCPI, vous le savez, effectivement, au niveau de ses valeurs d'expertise. Donc ces valeurs d'expertise, bien sûr, ça permet effectivement à nos patrimoines de s'apprécier. Et puis sur un fonds comme Patrimo Croissance, qui est un fonds de capitalisation, ce qui est un peu atypique, de restituer, en fait, le cas échéant, une partie de la valeur à dire d'experts. Voilà. Donc le sujet hausse des prix n'est pas un sujet, même si on achète plus cher en 2022 qu'il y a quelques années. Exactement. Pas pour nous, en tout cas, même si, effectivement, il faut aujourd'hui, avec cette hausse des prix, avoir des taux à l'acquisition qui sont en cohérence avec la politique des fonds et puis nos objectifs de distribution également. Puisque lorsqu'on parle de SCPI, bien évidemment, ce qu'attendent en particulier les investisseurs... C'est un rendement. C'est un rendement. Bien sûr. Et là, du coup, ça peut venir rogner sur le rendement, non, ou pas du tout? Au contraire... Ça peut venir rogner sur le rendement. Après, la stratégie, effectivement, qui peut être appliquée à l'échelle, en fait, de différents fonds, c'est bien évidemment de diversifier les formats, comme je vous le disais. D'accord. De diversifier également les pays, parce que les hausses des prix ne se sont pas matérialisées de la même manière en France ou dans les autres métropoles régionales ou françaises, mais également européennes. Et par conséquent, en fait, l'idée, c'est véritablement d'essayer de composer, c'est tout l'art, on va dire, du gestionnaire d'actifs immobiliers, un portefeuille qui soit en cohérence avec les objectifs. Et alors, la hausse des taux de crédit immobilier. Alors, on est sur des hausses réelles qui ont un impact sur les particuliers. On reste tout de même sur des taux qui sont très bas actuellement, même si on peut voir certains taux moyens doubler dans certaines banques, ou en tout cas anticiper un doublement de 1 à 2% d'ici à la fin de l'année. Est-ce que ça, pour un investisseur institutionnel, professionnel, ça a un impact? J'ai envie de vous dire, on a des impacts relativement limités. On est investisseur en bloc, donc en règle générale, on n'achète pas un seul lot en fait dans un actif. Et on a plutôt effectivement une vision
global. Nous, on a constaté effectivement des hausses de taux sur un an de l'ordre de 30 centimes, enfin des hausses de taux en fait en matière de financement, marge bancaire incluse. D'accord. Donc Ouais. ça impacte un peu le rendement. Et d'un autre côté, on a cette capacité aussi en ce qui concerne une SCPI telle que Primo Family à recourir à un effet de levier un peu plus important que ce qu'on a la possibilité de faire par exemple sur le bureau ou encore sur le commerce. Donc on peut aller jusqu'à 40% d'endettement sur la SCPI. Et comment ça s'explique ça que sur le Parce résidentiel que, vous puissiez... par construction, le rendement résidentiel est un peu plus faible, effectivement, que certaines classes d'actifs, hein, en tout cas pour le rendement locatif. Mais on apprécie effectivement les choses à la fois sur la partie rendement locatif et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, rendement en capital. Puisque si vous regardez sur la période 2010-2020, et il ne faut pas s'y tromper, hein, l'indice MSCI résidentiel, en fait, donne effectivement, et c'est une vérité, la meilleure performance du résidentiel versus les autres classes d'actifs. On est pratiquement sur 9% en fait, de rendement sur la période, sur cette décade. Voilà. Donc si je reviens sur le coût de crédit immobilier, l'effet volume finalement a moins d'impact sur un investisseur institutionnel que sur un investisseur particulier. Exactement. Ouais. Et puis on n'est pas effectivement nous soumis à la règle des 35% en fait, auxquels sont soumis aujourd'hui les investisseurs particuliers. Et alors côté investisseur, quand il s'agit d'attirer des investisseurs dans un investissement SCPI, alors effectivement ils n'achètent pas l'intégralité d'un bien immobilier, les parts sont plus faibles, mais donc du coup vous constatez que ça une baisse ou au contraire une hausse Depuis le début de l'année, je dirais qu'on est à peu près en tendance sur l'année 2021. Donc ce sont c'est plutôt de bons chiffres qui sont réalisés. On devrait même avoir une augmentation. Donc là, on perçoit, ce que vous anticipez, on a des budgets, on va dire, de collecte, comme on les appelle, supérieurs à ce qu'on avait en 2021. Et alors, pour finir, dernier sujet d'inquiétude, effectivement, d'un certain nombre de propriétaires, habitants, mais surtout bailleurs, qui est la rénovation énergétique des biens. Donc ça, c'est pour l'ancien. Quand on fait du neuf, comme ce que vous faites également, il y a des normes de plus en plus drastiques sur le DPE, l'audit énergétique ou autre. Est-ce que ça, c'est de nature à compliquer un peu l'investissement en SCPI résidentiel ? Alors, sans le compliquer, en tout cas, c'est quelque chose qu'on prend en compte de façon systématique, notamment dans les diligences juridiques, fiscales, techniques qui sont réalisées en fait... pré-acquisition, et donc c'est véritablement aussi un sujet d'autant plus important qu'on a en fait cette volonté au titre de notre politique ESG, bien évidemment d'être en conformité avec les consommations énergétiques et d'avoir une approche qui est relativement académique sur le sujet. Donc oui, on a vraiment, on va dire, comment dirais-je, ces règles en tête et en ligne de mire en fait, à l'acquisition. Ouais. Et donc, vous pensez que ça peut compliquer un petit peu, je ne sais pas moi, le coût, par exemple, est-ce que ça peut avoir un impact sur le coût d'un bien et donc potentiellement avoir un impact sur le rendement aussi ou Alors, sur le coût d'un bien, une chose est certaine, c'est que demain, un actif qui ne sera pas en conformité, bien évidemment, on va perdre de façon assez importante en liquidité, ça vous vous en doutez. Donc le coût peut augmenter aujourd'hui, mais garantir une liquidité. Mais en tout cas, assurer une forme de liquidité dans le futur, oui, bien sûr. Et puis les passoires thermiques, je vous le rappelle, à horizon 2025, 2028, 2035, ne pourront plus être loués. Donc ça devient en fait quelque chose d'assez... prégnant. Et voilà. Ça concerne aussi les SCPI pour le coup. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Merci beaucoup Philippe Chambéry. Je rappelle que vous êtes directeur commercial grand compte pour Primonial Reim. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la rénovation énergétique des logements et notamment des passoires thermiques, avec toujours en tête ce calendrier d'interdiction progressive à la location des logements qui ne respecteront pas les normes en vigueur. Un sujet que nous traitons souvent dans Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser au calendrier en lien avec des enjeux de début d'année 2022, notamment celui de l'inflation, de rupture de certaines chaînes d'approvisionnement, de hausse des coûts de certaines matières premières. Est-ce que le calendrier est toujours tenable pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs surtout? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Audrey Zermati, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermati. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagné par Jean-Christophe Protet, le président de Cidiane. Bonjour Jean-Christophe Protet. Bonjour. Alors Cidiane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout récent, ça date de fin 2021. C'est le syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier, ça tombe bien, c'est notre sujet, de l'analyse et de la numérisation de l'existant. Un mot peut-être sur la création de ce syndicat. Le sujet des DPE, du diagnostic immobilier, est quelque chose qui revient régulièrement. Il n'y avait pas de syndicat. Aujourd'hui, vous décidez d'en créer un. Pourquoi ? Parce qu'il faut défendre la profession, c'est ça ?
Alors, il existe des fédérations qui sont établies depuis longtemps, hein, en l'occurrence la FIDI et CDI FNAIM. Alors, je laisse aux membres fondateurs de Sidian leur discours sur le pourquoi de la création de Sidian. En fait, ce qui se passe, c'est que Sidian, les membres fondateurs sont des acteurs qui ont une taille entre 300 et 700 personnes. D'accord. Ce sont des pure players sur le marché et qui représentent à peu près 25% du marché. Et ces acteurs ont beaucoup souffert au moment de la promulgation du nouveau DPE. D'accord. Est-ce qu'il a fallu s'adapter par rapport à ce qu'ils faisaient avant ? Non, c'est pas ça. C'est que le nouveau DPE a été sorti de manière extrêmement chaotique. Et toute la profession, que ce soit les gros, les petits et les moyens, ont souffert de cela. Et il semble que les fédérations n'ont pas apporté les réponses que cherchaient les membres fondateurs de Sidian. D'où la création de cette nouvelle fédération. Et alors, vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous pensez de la situation actuelle pour les propriétaires bailleurs et notamment les calendriers à tenir. On va commencer avec vous, Audrey Zermati. On doit rénover son bien. Rénover, ça veut dire faire des travaux, ça veut dire faire appel à des aides, mais ça veut dire déjà acheter des matières premières pour réaliser les travaux. C'est notamment le travail défi. Est-ce que vous constatez qu'il est plus compliqué aujourd'hui de procéder à la rénovation énergétique de son bien, ne serait-ce que parce qu'il y aurait des ruptures sur certaines chaînes d'approvisionnement, parce que les matières premières coûteraient plus cher, donc le coût des travaux coûterait plus cher et que ça viendrait faire hésiter un certain nombre de propriétaires ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il y a un vrai engouement sur la rénovation énergétique. D'accord. Alors, est-ce que c'est porté par les annonces sur le DPE ? Est-ce que c'est porté par le coût de l'énergie, qui est un sujet assez brûlant depuis Ah oui, et par effet rebond, qui reviendrait sur le sujet rénovation énergétique de son bien. Le coût de l'énergie, effectivement, incite les propriétaires à faire des économies sur leurs factures et donc à faire des économies d'énergie et réaliser des travaux. Donc, on voit un véritable engouement. Et donc, parallèlement à ça, effectivement, on constate que sur certains travaux, alors je ne dirais pas des ruptures d'approvisionnement, mais c'est vrai qu'on voit des hausses de coûts, voire parfois des délais d'attente pour certains matériaux et pour certains travaux qui sont beaucoup plus longs. D'accord. On a une idée peut-être du pourcentage de hausse de coûts ou de délai d'attente ? Alors, pour des travaux, alors, je vais peut-être parler juste de l'isolation, parce que c'est là où on voit le plus de hausse de coûts. On a une augmentation entre 30 et 40% depuis un an. D'accord, oui. Ce qui n'est pas rien quand même quand on veut procéder à la rénovation. Si on prend par exemple la laine de verre, la laine de roche, le polyester, qui sont les matériaux pour l'isolation. Donc là, on constate des hausses de coûts. Et puis sur certains matériaux de chauffage, parce qu'il y a eu un engouement sur le chauffage depuis D'accord, du fait de la hausse des prix, la hausse des on veut se chauffer avec une technologie plus récente et du coup potentiellement moins chère. Exactement, et plus économe en énergie. Et là, on voit qu'il y a des délais d'attente. Par exemple, le poêle à granulés, nous, on constate des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 5 mois, ce qu'on ne constatait pas du tout il y a un an. Donc c'est vrai qu'il y a un effet aujourd'hui sur le post-Covid, sur les matériaux. Et alors, ce délai d'attente s'explique parce que... à cause d'un contexte international, d'inflation générale et notamment de rupture sur certaines chaînes d'approvisionnement, ou juste parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant et que du coup c'est un effet rebond là aussi ? Sur l'isolation, c'est plutôt un effet dû à l'inflation et la demande qui a repris après le Covid. D'accord. Sur la partie chauffage, il y a vraiment un effet très conjoncturel du fait de l'engouement pour les chauffages aux énergies renouvelables depuis quelques mois. Est-ce que, et je vais vous poser la question après, Jean-Christophe Protet de la Emania, est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause le calendrier du gouvernement ? Alors là même que, on n'a pas tellement plus d'infos qu'il y a quelques semaines, mais on a vu sur le débat de l'entre-deux tours à la présidentielle, la question posée sur le sujet écologique à Emmanuel Macron, et une des réponses était on continue à accélérer énormément sur le logement, donc on peut vraisemblablement pas s'attendre à un changement du calendrier aujourd'hui en matière d'interdiction de location. Est-ce que vous pensez que ça peut compliquer le calendrier voulu par le gouvernement ? Alors, je pense que c'est important dans notre secteur d'avoir de la stabilité dans les mesures. D'accord. C'est important de maintenir les dates qui sont fixées parce que ça donne un cap et ça donne une perspective. En revanche, il y a le sujet du prix des matériaux et puis il y a le sujet, on y reviendra peut-être, sur la baisse des primes qui a lieu en ce moment. Et en fait, il y a un double effet qui rend de plus en plus compliqué pour les ménages d'avoir accès à ces travaux qui deviennent de plus en plus chers du fait de la hausse des prix
due au prix des matériaux et à la baisse des primes. Donc il y a un peu un effet ciseau, mais évidemment, je pense que en termes de perspective, c'est important de maintenir les calendriers qui ont été fixés il y a 1 an maintenant. Jean-Christophe Rotet, même question sur les calendriers, sachant que donc, c'est la remise aux normes du DPE, si je puis le dire ainsi, était la première étape. Il y a l'étape maintenant de l'audit énergétique qui va entrer en vigueur au partir du 1er septembre d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, vous, que le calendrier est tenable vis-à-vis des objectifs du gouvernement ? Alors déjà, moi j'ai été ravi de voir qu'au débat de l'entre-deux tours, le logement a été invité, et en particulier la rénovation énergétique. On n'en a pas beaucoup parlé avant, donc je trouve que c'est tout à fait louable. Après, nous, notre position, c'est de dissocier 2 choses, le fond et la forme. Sur le fond, la loi climat et résilience telle qu'elle a été faite sur le logement, je parle du logement, puisque c'est ce que nous connaissons bien, on n'a rien à dire. Je trouve que la logique, que cette loi est bien faite. Elle apporte effectivement un nouveau DPE, ensuite un audit énergétique. Le DPE est rendu opposable, donc ce qui fait qu'il est forcément contraignant. Ouais. Et puis surtout, il y a des mesures contraignantes, avec un impact contraignant du résultat de ce DPE. D'accord. Et ce qui va pousser le citoyen à faire. La nature humaine est ainsi faite. Si vous ne poussez pas les gens, même si ce sujet est très important, les gens ne feront pas. Alors peut-être qu'ils feront moins. Ou peut-être parce qu'ils ne savent pas quoi faire, et c'est justement l'objectif de l'audit énergétique. Voilà, ça c'est effectivement un autre débat. Donc sur le fond, pour nous, rien à dire. Sur la forme, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le planning il n'est pas réaliste aujourd'hui. D'accord. Il n'est pas réaliste. On a eu une première étape qui est la sortie du DPE. Donc il y a eu un premier décalage de la sortie du DPE. Et in fine, on a dit on va sortir le DPE coûte que coûte. Le DPE n'était pas prêt. Et les professionnels qui faisaient les DPE n'étaient pas prêts à cette date. Oui, on se souvient d'ailleurs, il a fallu refaire une nouvelle mouture du DPE. Il a fallu faire une nouvelle mouture. Parce que tout ressortait en G, donc c'était pas forcément. Ressortait en G, il y a eu 3 mois de flottement, on est obligé de rééditer les DPE. Donc in fine, en voulant aller vite, on a perdu du temps. On est en train de faire exactement la même chose sur l'audit énergétique. D'accord. Alors là même qu'il a déjà été repoussé d'1 an. Alors même qu'il a été repoussé d'1 an. Nous, on a pris position il y a quelques semaines, d'ailleurs suivi par toute la profession et par toutes les fédérations, pour dire qu'il faut 4 mois de plus pour sortir dans de bonnes conditions l'audit énergétique. Mais parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'audit énergétique, qui n'est même pas encore sorti d'ailleurs, qui ne sortira qu'en septembre, et que vont apporter les 4 mois de plus ? Si vous voulez, je vais vous donner une anecdote, mais qui est assez révélatrice. Donc, dans l'audit énergétique, comme dans le DPE, vous avez donc un logiciel. Donc, le cœur du logiciel a été unifié. Déjà, on peut peut-être rappeler la différence entre un audit énergétique et un DPE. Un DPE, donc on va vous donner une note d'ailleurs qui va être la synthèse de 2 notes sur la consommation énergétique et sur globalement l'isolation de votre appartement. On va vous donner quelques indications de travaux, ou en tout cas, pas de travaux, mais juste de dire il faudrait peut-être que vous commenciez par vos murs, par vos fenêtres, par votre sol ou par votre plafond. Là, l'audit énergétique, on va avoir des vraies propositions de travaux, d'explications, de scénarios de travaux pour procéder à la rénovation énergétique de son bien. En fait, l'audit énergétique, c'est un diagnostic de performance énergétique, mais qui est beaucoup plus approfondi. Et qui, au-delà de donner quelques orientations, comme le fait le DPE, donne des vraies préconisations, des vrais scénarios, des budgets. C'est un point qui est capital. Donc, qui approfondit et qui permet aux propriétaires, puisqu'il est obligatoire pour les étiquettes F et G, qui permet aux propriétaires d'avoir une vraie vision de ce qu'il faut faire pour rénover son patrimoine. Et alors, au 1er septembre, ce ne serait pas suffisant. Pourquoi 4 mois de plus ? Nous attendons l'anecdote avec Audrey Zarmati. Pour vous donner cette anecdote, donc il y a effectivement un logiciel. Vous avez plusieurs éditeurs qui proposent ce logiciel. Et la maquette du rapport, qui est la production, le livrable de ce logiciel, n'est toujours pas finalisée, à tel point que d'ailleurs qu'il y a une réunion le 24 mai pour finaliser cette maquette. Donc comment voulez-vous développer un logiciel si vous ne savez pas quel est le livrable de ce logiciel ? Et on le saura après le 24 mai. Donc globalement, 3 mois avant la sortie officielle de l'audit énergétique. Beaucoup d'estime pour les gens qui font de l'informatique, mais quand on sort un outil, il y a des périodes incompressibles de tests et d'évaluation. Il faut laisser le temps au temps. Donc on va repartir dans la même logique, à sortir un outil d'audit énergétique qui ne sera pas prêt.
Et je pense que ce n'est pas raisonnable. Il faut mieux perdre 4 mois pour gagner du temps derrière. Alors, l'audit énergétique, on y reviendra peut-être dans cette émission ou dans une autre avec vous, Audrey Zermati. Vous avez mentionné les aides et je pense que c'est important d'en parler parce que on a vu une revalorisation de MaPrimeRénov', une revalorisation de 1 000 € à peu près de MaPrimeRénov'. Vous nous avez dit tout à l'heure, en revanche, qu'il y avait que le sujet au global, c'était des aides qui baissaient. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder que MaPrimeRénov', il faut regarder au global. Et finalement, on est moins aidé aujourd'hui à rénover son bien que ce qu'on était avant. Alors, donc, effectivement, le sujet est un peu compliqué, donc je vais essayer d'un peu de remettre en perspective. Donc, aujourd'hui, en France, sur la rénovation énergétique, grosso modo, il y a 2 grandes aides. Il y a une aide budgétaire, MaPrimeRénov', 2 milliards d'euros pour l'année 2022. Et il y a les certificats d'économie d'énergie, bien sûr, donc, qui est une aide qui représente à peu près 4 milliards par an. Donc vous voyez, c'est à peu près le double de MaPrimeRénov'. Donc aujourd'hui, ce sont les 2 grandes aides qui sont matérialisées par des primes pour les particuliers pour rénover leur logement. Donc effectivement, MaPrimeRénov' a été revalorisée, comme vous l'avez dit, uniquement sur les chauffages ENR. Ce n'est pas sur l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, c'est uniquement sur les chauffages ENR. Oui, parce qu'il y a une saisonnalité un peu dans les primes, c'est-à-dire que ou dans les aides, parfois on va plus aider sur effectivement l'isolation ou sur un type de chauffage ou autre. Ouais. Effectivement, là il y a un enjeu sur le chauffage performant ENR pour sortir aussi de la dépendance au gaz, pour sortir du sujet du fossile. Donc on va aider plutôt les chauffages ENR, donc on va revaloriser MaPrimeRénov' il a été décidé de revaloriser MaPrimeRénov' sur ce type de chauffage. En revanche, sur des travaux comme l'isolation, qui sont, et ça je l'avais déjà dit à nos précédentes émissions, il faut d'abord travailler sur l'enveloppe de sa maison avant de changer son système de chauffage. Bien sûr, Les premiers travaux sont quand même des travaux d'isolation, notamment de ses combles, de ses murs, éventuellement de ses sous-sols. Sur ces travaux-là, on constate des baisses sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et donc des baisses qui sont conséquentes. Donc on peut aller jusqu'à 40% de baisse des aides depuis un an. Donc si vous cumulez ça avec les 30% que j'évoquais tout à l'heure sur la hausse des prix, on a une hausse de 70% du prix des travaux, du reste à payer par les ménages, des travaux de rénovation énergétique, notamment sur l'isolation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un vrai engouement sur le sujet, les gens vont vite être arrêtés parce que le prix, avec en plus des systèmes d'inflation compliqués, le prix va être une vraie barrière pour certains travaux de rénovation énergétique, alors que c'est le moment de les faire. Donc si je comprends bien, pour revenir un petit peu sur les inquiétudes qu'on peut avoir quand on est propriétaire bailleur, ce que nous disait Jean-Christophe Protet, c'était plus sur le calendrier qui n'était pas tenable. Ce que vous nous dites plutôt, c'est gardons le calendrier, mais aidons plus les propriétaires. Prenons des décisions rapides pour revaloriser les aides, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, et pour pouvoir enclencher les travaux et pour être prêts dans les échéances qui sont fixées par la loi climat et résilience. Ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas aujourd'hui, à vous entendre, Jean-Christophe Protet. Peut-être un petit mot pour finir en conclusion. Donc vous, votre sujet, c'est vraiment le calendrier actuellement. Alors, je vous ai parlé, moi, du calendrier du DPE et de l'audit énergétique, mais qui n'est qu'une petite partie du calendrier de la rénovation énergétique. Bien Après, sûr, vous avez 2 contraintes effectives, c'est celle du 1er janvier 2025 et celle du 1er janvier 2028. 2025, étiquette F, 2028, étiquette G. On s'est aperçu qu'il était prévu 4,8 millions de passoires énergétiques, donc F et G. On pense que c'est plus autour de 6 millions que de 4,8 millions. Donc il y a un nombre de logements qui est plus important. On a aujourd'hui, d'ailleurs notre président a sorti le chiffre de 700 000 logements rénovés par an. Donc quand vous faites le calcul, sur 5 ans, 700 000, vous n'arriverez pas à rénover l'intégralité de ces logements. Donc on en revient sur un sujet de calendrier toujours, et on va devoir conclure ici. Moi, là où je suis d'accord avec Audrey, c'est qu'il faut ajuster en temps réel. Et l'aspect des aides est déterminant. Voilà. Il ne faut pas, à mon sens, prendre une décision maintenant. Il faut être pragmatique et ajuster en temps réel si de besoin et se donner un peu de flexibilité après. Parce que si on ne pousse pas aujourd'hui, on ne fera rien. Merci beaucoup Jean-Christophe Protet. Je rappelle que vous êtes le président de Sidiane. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI. On aura l'occasion, à mon avis, de reparler de cet audit énergétique un peu plus en détail. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.